J'aime quand on n'a rien à faire. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, avant de passer au second temps, 20 heures, donc les lectures, donc un petit temps de parole, donc avec Michel Métaille à ma gauche et Patrick Beurard-Valdois à ma droite. Merci à eux, c'est jamais simple, on ne sait pas dans quel ordre faire. C'est quand même mieux de palabrer un peu avant. Après c'est quand même plus compliqué. Donc merci à vous deux d'être là en samedi début octobre. Juste en préambule, avant de lancer, pour qu'on soit un petit peu en direct, in medias res, en plein milieu dans la chose, peut-être une première question, puisque on ne va pas faire des présentations officielles. Ceux qui sont ici vous connaissent, vous avez cette chance-là d'être connus. Et donc, je vais demander peut-être à chacune, donc de dire ce qui, disons, comment il perçoit, comment la poésie de l'autre se répercute en lui-même. Voilà. Donc, je ne sais pas, qui commence, donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qui te parle dans la poésie de Michel, et Michel, qu'est-ce qui te parle dans la poésie donc, de Patrick? Bon, on a une rencontre qui date de quelques décennies déjà, et j'avais été très intéressée par le travail de Patrick. Il y avait évidemment le cours des choses, il y avait aussi Allemande, puisque nous partageons des intérêts communs pour l'Allemagne, pour les rivières, pour les toponymes. Et c'était très intéressant de découvrir à partir finalement d'une source d'inspiration, entre guillemets, commune, un traitement différent. Par exemple, il y a quelque chose qui m'avait marqué, que j'ai trouvé très beau dans Allemande, c'était le fait de citer des mots allemands qui avaient la même racine que certains mots français et de ne pas appliquer le système de la déclinaison et de remplacer cette déclinaison par un point. Et je trouvais que c'était une très belle solution. Enfin, c'était une manière de montrer davantage le rapprochement qu'il y avait avec le terme français. Et c'était une très belle invention. Voilà. Ce qui nous une des premières choses qui m'est marquée. 85, hein, je crois que c'était... oui, je 85, sais plus exactement. Je crois, Allemande. Allemande, c'est 85. Nous nous connaissions depuis 82, je crois. 88, tu m'as invité, je crois, à la revue parler de... 83. Alors, oui. Donc, voilà. Ça remonte à effectivement quelques années. Donc, c'était... Ça vous dit quelque chose, ça va, 82, 83 Nous y étions. En 82, vous aviez été invité à l'initiative de Jacques Lepage à Nice. C'est assez amusant de se souvenir que le Salon du Livre de Nice a cessé subitement pour être substitué par le Salon du Livre de Paris. Mais ça s'est fait vraiment au dernier moment, ce qui fait que tous les espaces étaient disponibles et il n'y avait personne. Jacques Lepage a eu l'idée de demander à des responsables de revues et à des éditeurs un peu, disons, qui n'avaient pas forcément pignon sur rue comme d'autres. Et du coup, il a proposé à Jean-Michel Place de faire une soirée, et peut-être une expo d'ailleurs, je crois. Et Jean-Michel Place avait demandé à Michel, à Bernard Hetzig, à Henri Chopin et à François Dufresne. Dufresne, oui. C'est la seule fois que j'ai vu François Dufresne, donc là. Et je dois dire que les 4 performances m'ont beaucoup impressionné. Je connaissais déjà un peu ce type d'approche de la poésie concrète et de la poésie sonore, mais de les voir comme ça, j'ai envie de dire, à la file, c'était un moment très fort. Et en particulier, j'ai tout de suite eu une sorte d'émerveillement à voir Michel faire une performance extrêmement sobre, extrêmement, je ne veux pas dire maîtrisée, mais impeccable, on va dire, et en même temps quelque chose d'incroyablement puissant d'un point de vue vocal. Donc je dois dire que ça m'a vraiment bien marqué. Par la suite, effectivement, j'ai découvert ce que tu décrivais, c'est-à-dire des
des complicités secrètes qui se sont révélées l'une après l'autre. Et en particulier, je crois qu'à un moment donné, nous étions parmi les rares auteurs à collectionner les glossaires locaux, ce qu'on appelle patois, mais je ne supporte pas ce mot de patois, donc les glossaires de dialectes régionaux, pour être européen plutôt. Et donc on a découvert cette passion. Alors je n'en ai plus parce que ça prenait trop de place, et puis on trouve tout sur Internet, mais, enfin pour le moment. Mais je dois dire que je suis sûr que toi, dans ta grande maison, tu as toujours toute une pièce de ces dictionnaires. J'en ai encore acheté un hier, Ouais, voilà. que j'ai trouvé à Paris. Voilà. Ouais, on donne là un petit peu un certain nombre de thèmes, effectivement. C'est pas la première fois quand même que vous êtes réunis à deux pour une soirée? Si, c'est une première. On a lu dans des soirées avec le marché de la poésie, ici, Oui. je pense, on a lu ensemble. On a lu ensemble à plusieurs reprises, évidemment. À Barcelone, mais nous étions 5 ou 4. Oui, Oui. c'est ça, mais dans des plus grands formats. C'est-à-dire plus nombreux. Plus nombreux, oui, j'entends bien. Plus nombreux et moins bien, de temps de j'entends bien. performance. Bien sûr. Ah oui. Et à Barcelone, je raconte ça, c'est trop mignon. Tout d'un coup, mon bouton, juste avant de la lecture, juste avant que ça commence, mon bouton de colle tombe. Bon, alors qu'est-ce que je fais? J'y vais comme ça, quoi. Et Michel voit qu'un bouton manque. Donc elle me dit, mais il te manque un bouton. Bah oui, mais je ne sais pas coudre. T'inquiète pas, j'ai tout ce qu'il faut dans la chambre. Alors moi, je résiste, je lui dis, non mais attends, on ne va pas rentrer dans ce rapport-là, surtout pas. Puis elle me dit, non mais t'inquiète pas, ça ne me pose pas de problème. Et elle prend la chemise et elle recoue le bouton. Avec son matériel. Effectivement. Ça m'a Oui, parce qu'il y avait un petit kit couture. En fait, elle a tout dans la chambre d'hôtel. Non, c'était la chambre qui fournissait le kit couture. J'en ai un là aussi, donc je ne l'ai pas pris, mais j'espère que tu as tous tes boutons à ta chemise. Ça, à mon avis, doit plus y avoir. Bien, on va profiter effectivement qu'on vous a deux pour toute la soirée, pour non pas être exhaustif parce que c'est pas le but du jeu. Nous allons donner la parole ensuite à la salle dans laquelle il y a un certain nombre de lecteurs. Et le lecteur de poètes et des gens de la profession, comme on dit, et on donnera la parole à ça à peu près vers 19h. On essaiera de terminer vers 19h15, 19h20, dans la mesure où ensuite il faut quand même un petit temps de pause, une pause s'impose avant de passer donc aux lectures, performances à 20h. Allez, on va se plonger une medias res, si vous pouvez envoyer la régie, merci. Source du Danube, 1er avril 1988, Vienne, mai 1988, en mémoire, Delta du Danube, août 1976. Danube, Flumen Danubius, Donauquelle, Esco an der Donau, daneben, an der Quelle des grandios Flusses, Wasserstraße Donelo, Donauhalle, Almenshofen, Almenningen, Dauschingen, Donaueschingen, Donaudillingen, Donaufriedingen, Donau-Neuburg, Donau-Neustadt, Donau-Höchstadt, Ingolstadt, Saal an der Donau, Donau-Ried, Donaustauf, Donner ou Donneur du Vala, Donauwörth, Passau, Passage du Danube, Donautriche, Ostrich, Dirnel et Dippel, Donau-Archar, Ups, Upsitz, Ups an der Donau, Judenau, Donau-Krems, Donaustadt, Wien de Bona, Wien, Vienne, Wienfluss, Vin d'Euriger, du beau Danube bleu, Donaubius-Brunnen, Neue Donau, Alte Dodel, Donau-Kanal, Donau-Park, Donau-Turm, Donau-Insel, Donau-Insel, U-Bahn-Station, Donau-Dampfschiffsgesellschaft, Donau-Feld, Donau-Ort, Donau-Sentendorf, Donau-Muckendorf, Donau-Haslau, Donau-Henburg, Dulia, Dunia, Bratislava, Doleva, le rideau de fer Rusbach, Duniaska Streda, Duanetti Malidunia, Dounon la dune, Zent endre la Dounon s'écoulait à Dounon Kessi, à Boudan, Dupche Osni, Dongondni, Dounon Oransti, Dounon Wivaroche, Dounon Fultvar, Dounav, Travon, Trina, Savon, Avala dans Belgrade, porte de fer, Ruse, mur de Moldavanua, Dunai, Dunabiandana, Dunera, Dunere de Appa, grandes eaux, Dorna, Denivella,
din loc tourbillon, Sulina, delta Dunari, bouche du Danube. Bien, alors, vous avez reconnu, donc, on commence par le cours des choses, et donc le Danube, donc, dans le cours des choses. Le document, là, n'est pas lisible, à mon avis, de votre place, juste pour le... C'est la revue parlée, datée du 15 janvier 1990. Et la présentation est intéressante. Hein. Donc, le cours des choses, c'est 26 poèmes fleuves vers un Europe ABC. Et donc, le texte ayant été publié un petit peu avant. Et je lis juste la fin. Donc, le cours des choses s'apparente formellement à un abécédaire. Les 26 poèmes fleuves sont composés pour la plupart des noms de lieux que drainent ces cours d'eau d'Europe. Donc 26 cours d'eau d'Europe, quelques Français dedans, dont, j'y reviendrai, la Meuse. Et on trouvera la Meuse dans un autre texte, puisque Maussa est écrit. Et puis, dans ton principe de composition, quand tu te promènes dans des fleuves, parfois, ça donne, voilà, ça donne un texte, bien sûr. On y reviendra. Donc, c'est un hommage aux fleuves, aux rivières qui nous captivent. Chacun des poèmes fleuves s'est élaboré après une rencontre, marche, approche, repérage avec le cours d'eau. Et je pense qu'un des liens qui vous réunit aussi, peut-être, c'est la marche, le goût des paysages, des fleuves, etc. Et je lis un passage. Donc là, c'était pour décrire un peu le livre, et c'était la description qui est sur ce PDF, mais ça passe mal. Lorsque les frontières s'effacent, le fleuve cesse d'être une ligne de démarcation. La ligne engendre un territoire différent. Le cours d'eau devient un flux qui induit des États unis autour de son nom, qui reste le même presque, de la source de l'embouchure, au-delà des langues et des dialectes, autour d'une culture mouillée de mots qui se reflètent en lui. Nom de lieu d'abord, mais encore termes locaux, labels, cycles, slogans. On a démarré là, mené un petit peu en bateau. On est dans le flux des langues, hein, puisque vous avez entendu dans le film, et merci à Isabelle Vorl, puisque c'est à elle que nous devons ces 2 minutes 30 de lecture, avec l'eau du fleuve. Je ne sais pas si c'était le Danube, je ne pense pas, mais en tout cas, l'eau qui coulait, c'est visible. Donc on peut y reconnaître du latin, du français, de l'allemand, du hongrois, enfin, le mot Danube. Latin, français, allemand, hongrois, croate, russe, et donc tous les types de Danube. Je voudrais rapprocher en tout cas de ce qui vient d'être lu et vu, cette phrase d'un entretien très récent, puisque c'est dans le dernier numéro de la revue Poésie. Donc tu t'entretiens avec Christophe Manon, et superbe dossier, hein, où une quarantaine d'auteurs non pas interviewés, mais interviennent en tout cas, et ils sont en dialogue surtout. C'est donc un dossier organisé par Pierre Vinclair. Et tu dis, l'alphabet est une projection visuelle des sons. Je voudrais que tu mettes en relation ce qu'on vient de voir et d'entendre, puisqu'il y a un liminaire, puisque les dessins, vous avez remarqué dans le générique, les dessins sont de Pierre Lisinski. Hein. Excusez du peu. Bon, je n'ai rien inventé en disant que l'alphabet, la transcription muette des sons. Après, qu'est-ce que ça signifie dans un travail d'écriture? Bon, effectivement, le parti pris du cours des choses, c'était d'en faire un abécédaire, donc référence bien sûr aux lettres 26 de la tradition latine et d'autres. Mais d'emblée, il y avait quelques partis pris, en particulier un auquel je tiens beaucoup, surtout à l'époque, parce que c'était quand même pas vraiment à la mode, on peut le dire, c'est qu'il y ait plusieurs langues qui se conjuguent, qu'il y ait une multiplicité linguiste, donc ça va plaire à Michel, et même je reprends le terme que par exemple Myriam Suchet développe de cette idée d'hétérolingue,
C'est-à-dire, en fait, il y a vraiment un désir de mettre les langues en œuvre. Le deuxième parti pris auquel je tenais beaucoup, c'était de construire un poème à partir de toponymes, qui sont soit des toponymes que j'ai croisés sur mes promenades le long des rivières, certains segments de fleuves. Évidemment, je n'ai pas la Meuse, si, mais les autres fleuves, je n'ai fait que les arpenter par section, par étape, et de prélever aussi à partir des cartes de randonnée ou de cadastre, tous les toponymes qui puissent renvoyer quelque part à la sonorité de la rivière ou du fleuve, du cours d'eau. Parce qu'en fait, il y a cette idée un peu loufoque que notre travail consiste à faire finalement une traduction du nom commun en nom propre. C'est-à-dire, c'est un peu la prétention de nos travaux qui est de dégager un peu le caractère banal de la phrase et de la parole pour le sortir dans quelque chose qui serait du figuré par rapport au propre, si je puis dire, le sens figuré par rapport au propre. C'est-à-dire, le travail d'écriture poétique, ce serait peut-être, bon, après on ne va pas discuter de ça 2 heures, mais traduire le sens propre en sens figuré, mais pas pour crypter, pas pour perdre les gens, mais parce qu'à un moment donné, il y a tout simplement sous la couche de langue superficielle des strates infinies de sens et de sonorité. Alors pour moi, le nom propre, donc le toponyme surtout, est vraiment dépositaire du son. C'est-à-dire les noms propres sont surtout faits pour être lus sur des cartes, donc là on est complètement dans le muet, et pour être dits. Vous prendrez la première à gauche, vous passez par la... Et donc il y a quelque chose dans ces toponymes qui reste profondément sonore. Donc c'était un peu le parti pris, et évidemment associé à un cours d'eau, il y a l'idée de flux. Voilà. Je crois que peut-être à partir du moment où chacune a saisi que dans le poème, qu'il soit en vers ou en prose, on s'en fiche, ou qu'il soit un poème visuel ou un poème sonore, la question est toujours la même, qu'on n'est pas seulement dans une logique visuelle et donc muette, mais qu'on est aussi au niveau de l'oreille et pas que de l'oreille interne. C'est-à-dire si on réveille une fonction propre du langage du côté de la matière sonore, de la plasticité de la langue, mais aussi de la sonorité de la langue, eh bien, on arrive très vite à quelque chose qui est admis du plus grand nombre. Faites l'expérience quand quelqu'un vous dit « je ne comprends rien à ce que tu écris », eh ben, commence par le lire à haute voix dans ta chambre et tu vas voir, ça va mieux aller. Et la personne, parfois, le fait. Et parfois, ça marche. Bon, mais c'est toujours ça de gagner, quoi. Bon, j'ai assez parlé. Juste, et ensuite on va passer du cours des choses, puisque là c'est bien le cours des choses, au cours du Danube. Donc vous voyez, j'ai préféré, voilà, j'ai choisi une entrée en matière parce que les deux se font écho, et le cours du Danube est beaucoup plus long, si je puis dire, puisque c'est 2888 km et donc 2888 vers. Donc ça a une longue histoire, ce cours du Danube. Avant même de donner peut-être la parole, on peut peut-être voir quelques images de ce cours du Danube, si vous voulez bien. Donc on va enchaîner. Donc le capitaine de la compagnie, pour ceux qui ne verraient pas de loin, le capitaine de la compagnie, donc des voyages en bateau à vapeur du Danube, mot allemand le plus long, traduit en français. Il forme un groupe de 6 mots, dont seul le premier est sujet. C'est l'origine de complément de nom, et c'est 72 la première version. Et ça, c'est extrait d'un cahier qui s'appelle Première décennie, qui était destiné à fêter l'anniversaire du capitaine, puisque der Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitän a vieilli au fil des années. Tu as fait un peu d'allemand quand même. Je fête son anniversaire régulièrement. Et je me suis demandé pourquoi, parce que j'ai fêté le 10e, le 30e, le 40e, là, le 50e, cette année, j'ai quelque chose. Et
je me suis demandé pourquoi il n'y avait rien au 20e, et en regardant les dates, c'était quand je préparais ma thèse de doctorat. Donc j'ai sauté le 20e anniversaire du capitaine. Oui, donc en 92. Voilà. Ce qui est intéressant, c'était, on a sauté, c'est pas grave, c'est un poème infini. Hein, donc, voilà. On vient de voir la vignette, donc un poème infini, puis il y a un certain nombre de langues, de dialectes. Qui passe par, normalement, c'était l'objectif d'utiliser tous les substantifs, voilà, de tous les mots, de toutes les langues, même les langues inventées, comme le Volapük. Enfin, il y a des passages dans différentes langues inventées. Et il y a une sorte de... Disons qu'il y a la contrainte, la règle initiale qui est d'introduire un nouveau mot par la gauche en français, c'est l'inverse de l'allemand où il interviendrait par la droite, c'est-à-dire le deuxième vers, c'est la femme du capitaine de la compagnie des voyages en bateau à vapeur, et le mot Danube a disparu pour conserver une unité de 6 éléments qui, pour moi, forment un vers régulier à 6 éléments. Alors, au bout de 6 vers, on a perdu la phrase initiale totalement. Et donc, c'est une modulation à travers les langues, en fait. Aussi tous les procédés, l'apophonie, oui, etc. Donc, selon les époques, j'ai repris effectivement les figures de rhétorique. Oui. Voilà, toutes les figures de la poétique, les figures de rhétorique. Il y a des passages... par exemple, j'avais trouvé assez fascinant qu'il y ait 4 langues nationales en Suisse, qui est un tout petit pays. Donc j'ai fait un passage sur les 4 langues nationales de la Suisse en respectant dans le texte le pourcentage de mots correspondant au pourcentage de locuteurs de chaque langue. Donc il y avait 63% de mots allemands puisqu'il y a 63% de germanophones, etc. Donc c'est du pseudo-scientifique. Mais je veux dire, c'est une sorte de règle que je me donne. Voilà, il y a des passages. Et alors en fait, le cours des Danube fait suite au... Alors ça, c'était le 40e, je crois, anniversaire. C'est ça, 40e. Voilà, fait suite au 30e anniversaire qui était écrit d'abord en allemand. Et c'est 2888, also 2888, Donauverse aus einem unendlichen Gedicht. Voilà, et ça, c'est paru à Vienne. C'est toujours court, les mots allemands. Oui. C'est paru à Vienne. Donc après, j'ai fait le cours du Danube, qui est extrait. C'est des sortes de dérivations du cours principal de complément de nom, en fait. Et bon, ce projet, je vois maintenant, puisque ça fait 50 ans, en fait, c'est plus un rhizome. Voilà. En fait, il y a des versions qui s'ajoutent. Voilà, il y a des choses. Des traductions voilà, aussi, en anglais, en allemand. Enfin, oui. C'est pas une traduction, c'est une. Oui, il y a une version quand même. Voilà. Mais ce qui est important, anglais, voilà, ça c'est pour le 50e, j'ai fait une version en anglais, et là je m'attelle à une version en chinois. Mais en fait, cela reste un poème français. Oui. Je tiens à ça, de syntaxe française. De syntaxe française. Voilà. Ouais. Puisque en allemand, effectivement, j'avais commencé à le faire en allemand, et c'est un mot unique, puisque c'est la manière, c'est un mot, une sorte de virelangue avec lequel on s'amuse, pour montrer en allemand la possibilité de créer à volonté des mots composés. Et en fait, je l'ai commencé en allemand, et le fait d'avoir à chaque fois un seul mot était beaucoup moins intéressant. Quand j'ai commencé au bout d'une trentaine de mots, j'ai eu l'idée de le traduire en français, et d'un seul coup, ça devenait beaucoup plus intéressant parce que ça faisait réellement un vers. C'est ça. Voilà. J'allais dire d'où l'intérêt de la métrique. Oui. C'est-à-dire que là, pour le coup, on perd la prosodie, on perd cette unité et aussi la virtuosité des inventions. Voilà. Et on a tout de suite le mot nouveau, donc on voit comment on bascule d'un champ lexical à un autre. Quand ça arrive à la fin en allemand, parce que c'est ça l'intérêt, c'est d'avoir des mots qui sont des sortes de charnières. Donc c'est pour ça que je parle de modulation, parce qu'une modulation, on a des accords en musique qui font passer d'une tonalité à une autre. Et là, en jouant sur le sens propre et le sens figuré, on peut passer d'un champ sémantique à un autre. Donc il y a une instabilité qui est recherchée, qui est vraiment travaillée, une instabilité du langage. On n'arrive jamais, la narration échoue toujours. On croit on a 2-3 mots comme ça qui s'enchaînent, et en fait, c'est tout de suite perturbé. C'est une sorte de... On casse la narration. Oui, d'où effectivement le côté poème infini, quoi. Patrick ? Je voulais juste ajouter par rapport à ce que disait Michel que effectivement la différence fondamentale entre le français et l'allemand, elle est en plein endroit, mais elle est là par rapport à nos travaux. Et de mon côté, dans le cours des choses, j'ai eu cette difficulté que quand j'avais des poèmes en allemand, comme la Jagd ou la Kühl, où il n'y avait donc qu'un corpus allemand, dans la langue allemande, les noms propres le toponyme vient en premier.
alors qu'en français, on a Chantilly-sur-Seine, donc ça vient en dernier. Et ce que j'ai fait, j'ai renversé, donc j'ai mis Seine-Chantilly comme en vieux français ou comme dans d'autres langues, dont l'allemand. Et alors, je me suis souvenu à l'instant de ça, de cette anecdote. Donc j'ai fait cette lecture à l'époque invitée par Blaise Gauthier, que je salue parce qu'il est au fond de la salle, je pense. Ça vous dit encore quelque chose, Blaise Gauthier. Non, mais c'est tellement une figure importante de l'histoire de la poésie française. Donc directeur de la revue Parler du Centre Georges Pompidou, de sa naissance 1976 jusqu'à sa mort, la mort de Blaise en 1992. Voilà. Et donc j'ai fait la lecture intégrale de ces 26 poèmes, tant bien que mal, parce qu'il y a des langues que je parle évidemment pas, ou très mal, mais j'avais travaillé. Et pour le poème Fleuve L, donc la Loire, il y a une personne à la fin qui est venue me voir, très émue, et qui me dit vous avez prononcé le nom de mon village. Mais bon, j'ai pas dit par exemple Cône-sur-Loire, ou je sais pas, enfin, j'ai dit Loire-Cône. Donc normalement, c'est pas la même chose, quoi. Mais elle a quand même, d'une espèce de manière magnifique, métonymique, reconnu la personne, son village, même si j'avais inversé l'ordre des termes. C'est amusant parce que j'ai eu la même chose en lisant en Autriche, où des gens venaient me dire, là j'ai reçu il y a 3 jours le mail d'un ami autrichien qui me dit je suis retourné vivre au bord du Danube, et les gens se présentaient en me disant à quel kilomètre ils étaient nés sur le cours du Danube, tellement c'est important pour eux, ils savent très précisément à quel kilomètre ils sont nés. C'est pas une métrique, c'est une kilométrique, oui. Oui, alors vous avez vu passer dans les images, et donc on va faire un rewind avec Michel, puisque les dernières images qui ont défilé, le temps de présenter, etc. Les dernières images qui ont défilé, c'était un petit peu tout ce qui était les contraintes techniques, et puis notamment le côté musical, c'est-à-dire c'est par moment, enfin il y a une texte partition, on y reviendra, et donc il y a des indications de lecture en fait. Si tu peux développer un peu ce point, puisque bon là évidemment oui. C'est ce que j'appelle les grilles de lecture, parce que en fait ce poème a beaucoup à voir. Je suis vraiment partie de la musique contemporaine, puisque j'ai fréquenté beaucoup de compositeurs dans les années 70. Et en fait, je suis partie d'une pièce d'un compositeur américain, Terry Riley, et j'avais assisté au premier enregistrement en France de INSI. Et donc, c'est une pièce qui est vraiment une modulation avec une répétition de formules rythmiques, répétées un certain nombre de fois et qui s'enchaînent, qui passent entre les musiciens. Et donc, c'est une pièce qui m'a marquée. Ensuite, j'ai connu en 72 Karl-Heinz Stockhausen, puisque j'ai assisté à Bonn à l'enregistrement de Moment, à toutes les explications qu'il donnait aux musiciens. Et j'ai été très, très influencée par la musique contemporaine, par les structures de la musique contemporaine, et surtout par le fait que autant les structures, les contraintes avaient dans les années 70-80 très mauvaise presse dans le milieu de la poésie, puisque, n'est-ce pas, on était normalement plutôt soumis à l'inspiration plutôt qu'à une contrainte rationnelle venant de l'extérieur. Et ce qui n'est pas du tout le cas de la musique, puisque la musique est soumise à des règles, même la musique classique, à des règles très, 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 très strictes, évidemment. Et donc, je suis vraiment venue de cet univers musical et de toute... bon, par exemple, chez Stockhausen, ces réservoirs d'action que doivent jouer les musiciens, des phénomènes comme les insertions. Einschub, il appelle ça Einschub, des insertions brutalement qui viennent rompre le cours de quelque chose. Donc tout ça, c'est ce que je fais aussi avec la voix. Et donc, j'ai tout de suite voulu, avec la voix parlée, explorer toute la tessiture de ce que je pouvais faire, de l'émission vraiment du son, en travaillant toujours avec un micro. Hein, vraiment le souffle, depuis même les moindres bruits de bouche dans certaines lectures, hein, on sent vraiment la naissance du mot qui apparaît comme ça. Le début de la phonation, et jusqu'au hurlement, si on veut, ou parler fortissimo, puisque j'utilise en marge de mon texte toujours la manière de noter musicale, c'est-à-dire pianissimo, piano, forte, crescendo, décrescendo, staccato, etc. Et toutes les nuances aussi, tous les termes musicaux.
Oui, là est passée l'avant-dernière vignette, je pense. On aboutit même dans les modes de lecture pour la dernière version, qui est d'ailleurs dans les mono-multilogues, hein, c'est la dernière version qui y est, et on a un no man's land donc, parmi les modes de lecture, surgissement de l'eau, murmure doux, liquide, bruit de bouche, la double source du Danube, etc. Alors, c'était la vignette juste avant. Et donc, on a résurgence, fort débit. Donc, on a l'impression qu'effectivement, même dans des morceaux de musique connus, hein, que je ne vais pas citer, mais qui sont très connus, là, c'est la même chose, quoi. Il y a vraiment un débit de paroles qui... Et ça contraint... bon, par exemple, là, je vois en 12 les petites Carpates, la traversée, quand le fleuve traverse les petites Carpates. Donc, il y a des changements de direction brutaux, et c'est vraiment l'eau qui se jette contre la pierre. Donc, j'ai un fortissimo qui arrive au pianissimo. Et finalement, c'est difficile à faire. Enfin, je veux dire, je répète, c'est vraiment ces modes de lecture. C'est brutal. Et en même temps, ça permet de percevoir les mots différemment. C'est ça aussi l'origine de soumettre le langage, non plus prononcé en fonction du sens, prononcer un mot en fonction du sens, mais en fonction d'un paramètre extérieur qui inscrit le texte dans le paysage du Danube. C'était ça, cette idée. C'est pas une musique à programme. Non, c'est pas. Hein, mais disons que c'est pour contraindre la langue un petit peu à sonner différemment de ce à quoi l'on s'attend. Oui, alors le son et la morphologie aussi. Voilà, c'est parfois ça peut être assez difficile. Et à la fin, quand dans le delta du Danube, il y a le mélange des eaux, comme toujours le mélange des eaux du fleuve et de la mer. Et donc là, j'ai une bande que j'enregistre en allemand, avec des mots d'origine française qui ont été introduits en allemand par les Huguenots, et je lis ces mots-là en français. Alors on a par exemple, parce que c'est drôle, les mots qui ont été introduits ont été germanisés, évidemment, et ils sont prononcés un petit peu à l'allemande. Ils sont soumis à la règle du génitif et prennent parfois un S à la fin. Et donc il y a ce jeu entre les deux langues, hein, der Flaneur, die Beletage, voilà, donc tous ces... qui sont un peu prononcés, voilà. Oui. Alors là, l'invention verbale est quand même très magnifique. Hein. No man's land, ça veut bien dire qu'on est dans un no man's land. Voilà. Donc on a, grâce à tout ce travail-là, on arrive quelque part, mais qui n'est pas prévu en fait. C'est ça qui est quand même une grande inventivité, et on a ces indications-là qu'on trouve. Voilà. Et donc, je voulais juste demander également à Patrick, là, je cite une phrase de Michel qui parle donc d'exploration du langage à travers la diversité des langues, vivantes, mortes, techniques ou inventées, des patois, des dialectes. Je suppose que ça te parle également, ça. Ah oui. Ça correspond aussi à ta pratique, si tu veux bien développer un peu là-dessus. Oui, par quel bout commencer? Et pendant que tu cherches le bout, j'indique simplement, peut-être que à l'origine, puisque vous êtes arrivé dans le champ poétique aussi à l'époque des avant-gardes, donc il y a quand même, il fut un temps, dans les années 70 justement, où les dernières avant-gardes, et TXT et entre autres, on parlait de l'infinité, l'infinie potentialité du langage. Hein. Donc quand on vous lit, on a l'impression que vous allez jusqu'au bout comme ça de cette exploration et vous testez l'infinité ou l'infinie potentialité du langage, pour reprendre la formule. Ok, je réponds à la première question ou à la seconde, comme tu veux. Hein, les deux sont liés. Oui. Je dirais que je pense, comme beaucoup de personnes, à un moment donné, j'ai senti une sorte d'étau dans la langue française de tous les jours, et d'autant plus quand j'allais en Allemagne ou dans d'autres pays, bien sûr, en Irlande pour commencer. Enfin, pas pour commencer, mais c'est là que les choses se sont prescrites, on va dire. Et donc, d'emblée, j'avais l'impression que la langue corsetée méritait d'être dynamitée, mais aimablement. C'est-à-dire, en fait, il ne s'agissait pas de détruire la langue, mais il s'agissait de l'élargir, de lui donner des potentialités que parfois elle oublie un peu, notamment dans le fait d'oublier la dimension sonore.
Et à un moment donné, j'ai eu l'intuition qu'une possibilité était, après que j'ai fait ça à partir de l'allemand, que je pouvais faire ça aussi à partir de dialectes régionaux, à partir aussi des dictionnaires des métiers qui sont fascinants, hein. Par exemple les dictionnaires du vêtement ou les dictionnaires et les jargons. Donc en fait, il y a eu tout un travail que j'ai presque envie de dire, entre guillemets, surtout quand on sait qu'il n'y a plus de poste à l'université de philologue, une approche philologique du langage et cette possibilité, alors c'est peut-être là que la musique aussi m'influence d'une manière sans doute plus discrète que chez Michel, mais il y a un arrière-fond musical aussi chez moi. Notamment les gens que tu évoques, je les ai aussi rencontrés au Festival de musique contemporaine à Metz. C'est-à-dire d'une part la possibilité d'avoir des contraintes externes aux sémantiques. Donc par exemple dans le souffle, dans la respiration, hein, le fait de pousser une phrase non pas et de l'arrêter non pas parce qu'il y a une virgule, parce que la grammaire qui est une mathématique nous le dit, mais parce que mon souffle plus loin va s'arrêter ou plus tôt. Ça détermine évidemment des choses. Je m'en sers dans une métrique personnelle pour justement mettre en évidence davantage cette matière fluviale, mais aussi rocailleuse, qu'est, j'ai envie de dire, les langues. Hein, c'est-à-dire, j'aime bien, en fait, les Allemands, ils ont cette chance d'avoir Humboldt, l'université Humboldt à Berlin est bien connue. Et Humboldt, il dit quelque part, alors je le caricature, qu'il y a autant de langues que d'individus. Bon, voilà, ça fait réfléchir dans un pays où, comme vous le savez, si on utilise une autre langue que le français, on n'est plus républicain. Hein, c'est ce que nous avait dit il y a une dizaine d'années un Premier ministre, par ailleurs bilingue. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est justement de réveiller des climats de langue endormis qui relèvent souvent du sonore, par un léger bouger de la syntaxe, mais surtout du lexique, de la ponctuation. Pensons que la ponctuation utilisée tous les jours ou presque date de l'époque des rois. Et moi, j'ai envie de dire, passons à la République. On aura déjà fait un geste très fort symboliquement. Dans Gadgio Migrant, il y a toute une partie où il y a 4 nouveaux signes de ponctuation. On a beaucoup travaillé avec une designer graphique, c'était un travail énorme, surtout pour elle. Mais en fait, il y a très peu de gens qui l'ont vu. Alors au début, ça m'énervait, évidemment, parce que j'avais l'impression qu'on avait travaillé pour rien. Et en fin de compte, non, après coup, je me suis dit, non, mais d'une part, c'est la preuve que la designer graphique a fait un travail magnifique, c'est-à-dire que ça ne saute pas aux yeux qu'il y a un nouveau signe. C'est tout en finesse, donc c'est gagné. Deuxièmement, ça prouve tout simplement que beaucoup de personnes, alors peut-être pas les poètes, mais les gens qui sont plutôt du côté du roman, ne savent pas trop quoi dire d'un signe de ponctuation qui survient comme ça, sans crier gare. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc plutôt que de poser la question et que je réponde aimablement, on préfère timidement ne rien demander. Donc voilà, multiplicité des strates linguistiques et faire aussi réveiller des choses de très loin de la mémoire. Parce qu'en fait, derrière tout ça, il y a un autre aspect du travail qu'on peut mener, qui est que, qu'on le veuille ou non, quand on travaille l'écriture, on réveille des couches endormies de la mémoire, de notre mémoire, qui est bien sûr notre mémoire aussi des ancêtres, si on veut, mais pourquoi pas, pourquoi que des ancêtres, enfin aussi des... Il y a une espèce de question du champ morphique de la mémoire qui, je crois, est réveillée par l'activité de l'écriture à partir du moment où cette écriture n'est pas normée, à partir du moment où elle n'est pas dans une logique de normalisation qui est utile par ailleurs. Je m'en sers tous les jours comme en ce moment, enfin j'espère, mais c'est autre chose, quoi. Oui, bien sûr. Je ne sais pas si j'ai répondu. Si, là, évidemment, on rentre dans le corps du métier, hein, c'est-à-dire du rapport à la langue, la mémoire de la langue, qui est à la fois la mémoire individuelle que peut, disons, faire renaître ou enrichir l'écrivain, et en même temps qui touche un peu à la mémoire de la langue, qui est un trésor commun. Tu as parlé de ponctuation, alors évidemment, vous ouvrez, alors pas tout à fait au hasard, bon, je sais à peu près où ça se trouve, mais du premier coup de pioche, vous ouvrez donc au départ des monos multiloques, des signes de ponctuation. Il y a la ponctuation, il y en a. Il y a des listes d'ailleurs même de ponctuation. Poème ponctuation. Poème ponctuation, voilà. Donc c'est un type aussi, donc puisque tu pratiques des listes,
listes, bien sûr, des ready-made, des listes. Donc 2 mots sur ce poème ponctuation. J'ai commencé 4 choses en même temps, à vrai dire, quand j'ai commencé à écrire il y a 50 ans. Il y avait complément de nom. Donc complément de nom se consacrait au nom commun, au substantif, exclusivement. Un poème fait uniquement de substantifs. Et j'ai eu l'idée, je ne sais plus comment l'idée m'est venue, mais de faire des poèmes ponctuation, c'est-à-dire des poèmes qui ne contiennent, qui soient de réels poèmes partitions, puisque, comme on le voit, il y a des espacements différents entre les signes de ponctuation. Oui. Et le texte consiste uniquement dans la lecture de virgule, point-virgule, point d'interrogation. Et finalement, ce sont des dialogues à chaque fois. Et ça a été joué en 1973 à la Biennale de Paris par deux comédiens. Ça j'aurais bien voulu. Et ça a vraiment très très bien marché. C'était vraiment formidable. Ça doit pas être. Enfin, moi, j'ai pas vu. Il n'y a pas de traces. Je sais pas. Parce qu'à l'époque, de toute façon, je ne voulais absolument pas de traces. Jouer ça, c'est le comble, c'est le paradoxe du comédien, oui. Là, pour le coup. Oui, mais ça fonctionne très bien. On voit très bien. Il y en a un qui s'appelle Interrogatoire. Et je me souviens, c'était un Pillsbury qui est devenu après directeur du Centre américain. Et qui parlait français avec un léger accent américain et qui faisait vraiment l'inquisiteur. C'était un interrogatoire qui se termine très mal. Et c'était dans la salle de l'Arc à l'époque. Il y avait une passerelle qui servait à régler les projecteurs. Et donc, il était sur la passerelle. Et il y avait en bas l'autre comédien qui était tremblant. Et il lui lançait point d'interrogation très fort. C'était oui. Voilà, mais bon, il n'y a pas de traces. Déjà, on n'avait pas tellement l'habitude de filmer, d'enregistrer, c'était beaucoup moins facile qu'aujourd'hui. Donc, il y a eu les poèmes ponctuation. Et sur ma lancée, je suis partie dans la déconstruction des catégories grammaticales. Et donc, j'ai fait une pièce à conjuguer qui est faite uniquement de verbes qui décrivent l'émission du son, le dialogue, etc. et qui sont classés en un très long crescendo. Et j'ai fait les poèmes topographiques. Tout ça est né en même temps. Donc, c'était choisir les toponymes, après extraire les toponymes. Oui, ça c'est photographié dans l'atelier. J'ai pas fait d'effort pour le cadrage. Mais c'est-à-dire que je l'ai redécouvert. Je l'ai redécouvert l'année dernière. Il était écrasé, c'était un calque. Et il était écrasé au fond d'un coffre. Et je l'ai redécouvert par hasard. Je ne savais plus que je l'avais fait. Bref, il y a eu 3 poèmes topographiques faits la même année. Alors donc, moi, c'est tout à fait différent du travail de Patrick sur les toponymes, puisque je prends une carte. Ici, c'était la carte... c'est laquelle non, le premier, c'est la forêt de Compiègne. C'est pas là-dedans, c'était dans une feuille séparée. Bon, c'est dans une feuille séparée, pardon. Oui. Et donc, je réorganise les toponymes en fonction de critères linguistiques, c'est-à-dire la rime, ou bien regrouper les bois ensemble, ou bien. Et j'organise des parcours. Alors ici, ça fait trois sortes de gidouilles. Et quand on arrive au bout, le premier est tout à fait différent parce qu'il est à circuit multiple, mais il y a un fermat. Je ne sais plus parler français. Un point d'orgue, merci. Merci. Il y a un musicien dans la salle. Un point d'orgue qui indique que l'on s'arrête ou bien qu'on est dans un cul-de-sac. Et voilà. Donc on fait là des circonvolutions. Ça fait au moins 1,50 m de large. Et je l'ai redécouvert avec plaisir. Oui, parce que là, on est dans un espèce de tourbillon, mais il y en a d'autres. Voilà. Il y en a un autre qui est bilingue. Le 3e était bilingue, puisque c'était une zone frontière entre l'Allemagne. Donc, il y a eu très, très tôt, évidemment, ce bilinguisme, de passer entre l'allemand, le français. Et c'était les toponymes à la fois allemands et français qui sont produits, sauf erreur de ma part, dans le volume... Pas cela. À l'époque, le livre dirigé par Anne-Christine Royer, je les avais curieusement... Il y en avait quelques autres, pas celui-là. Voilà, pas celui-là. Pas celui-là, mais d'autres, avec des flèches également, d'autres, mais plutôt verticaux, ceux-là. Voilà, c'est ça. Une espèce de pluie verticale avec... Alors là, on se perd, là, pour le coup. On va dans toutes les directions, c'est multisens. Voilà. Et ils sont reproduits dans ce volume magnifique, donc Michel Méteil en 3 dimensions. La poésie en 3 dimensions. Oui, la poésie en 3 dimensions, voilà, aux presses. Donc, et ce qui est drôle, c'est que j'ai commencé ma carrière, entre guillemets, par une chose absolument inattendue. Je donnais des leçons d'allemand au fils de Georges Charbonnier, qui était un grand homme de radio, qui avait une émission à la fois littéraire qui s'appelait Art Méthode Création, et une émission scientifique. Et en fait, je donnais mes leçons comme ça toutes les semaines. Après, c'est lui qui me donnait... Il y avait une petite enveloppe avec l'argent sur la cheminée, voilà. Et je lui montre un jour les 100 premiers vers de complément de nom.
puisque j'écoutais ses émissions, et je lui dis, est-ce que vous pourriez me dire ce que vous en pensez? Et il regarde ça, et il a instantanément compris le sens de mon travail, et il me dit, vous passez sur France Culture la semaine prochaine. C'est-à-dire, j'étais étudiante donnant des leçons d'allemand, et j'étais projetée, bon, ça m'a rien rapporté, je veux dire, je suis passée plusieurs fois. Je veux dire, ça n'a pas été un début, enfin si j'exagère, si ça s'est fait lentement quand même, puisqu'après il y a eu la Biennale de Paris, mais d'emblée c'était dans le sonore. Et donc il y a eu une lecture, il a beaucoup aimé le premier poème topographique, il y a eu une lecture, mais alors il avait des comédiens attitrés, je ne me souviens plus si j'ai lu, mais c'est surtout les comédiens qui ont lu, je crois, puisque c'était eux qui lisaient tous les textes de l'émission. Et il y a eu cette lecture multiple, et il voulait le bruit du papier, parce que c'était tiré comme une carte. C'est pour ça que je le faisais sur papier calque, pour ensuite faire des tirages papier, et quand je les lisais en public, je manipulais le texte comme une carte. Voilà. Mais donc c'est différent, parce que différent de Patrick, qui réorganise aussi les toponymes, mais qui en fait plus une litanie finalement, hein, dans le cours. Et là, c'est un texte spatialisé, à lecture multiple. J'appelle ça des kyrielles. Oui. Des kyrielles, voilà. C'est une forme de litanie, oui. Oui, alors le rapport à l'histoire, à la généalogie, à la cartographie, géographie, les fleuves, là c'est vraiment un énorme point commun. La passion des noms. C'est toute la strate, l'étymologie pour les noms, bien sûr, les noms communs et les noms propres, toute la strate d'histoire que ça inscrit. On trouve même les noms perdus chez Patrick, les noms perdus, la théorie des noms, etc. Et où là, on trouve, enfin tu me dis si j'ai oublié quelque chose, mais c'est quand même des rares cas où on est un peu comme chez Michel, un peu dans le ready-made, puisqu'il y a des noms, il y a une liste de noms comme ça, il y a une kyrielle, je ne sais pas si tu appelles ça résumé, c'est une kyrielle sonore où on a une liste comme ça de noms qui sont tirés, en réalité, comme on a des listes évidemment chez Michel. Oui. Bon, vu de loin, on peut parler de ready-made ou même, comme je l'ai dit parfois, ready-read. Oui. Mais en fait, ce ne sont pas du tout des ready-made, c'est très travaillé. Alors, par exemple, pour les noms propres, pour les noms perdus, oui. Donc en 2 mots, oui. En regardant les cadastres dans un village, et en comparant un cadastre actuel et un cadastre dénommé Napoléon, pardon pour l'insulte, je me suis aperçu qu'il y avait 80% des toponymes qui avaient disparu en un siècle. Les chiffres aussi. Donc j'ai posé la question au maire qui avait bien la gentillesse de me prêter les 2 documents, lesquels auraient dû d'ailleurs être aux archives départementales, mais comme il y tenait, c'était son patrimoine. C'est très beau, c'est aquarellé, enfin... Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tous ces toponymes ont disparu? Ah, je ne savais pas. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose là d'une perte étrange. Je suis allé dans les villages un peu plus loin, donc c'était aux sources de la Meuse, et même situation, quoi. Et donc, j'ai commencé par collecter tous ces noms perdus qui avaient disparu pour des raisons multiples, mais en général plutôt simples, à l'insu de tout le monde, en fin de compte. Et j'avais donc une matière, un ensemble de noms que j'ai prélevés comme ça sur des cadastres. Si j'en étais resté là et que j'avais publié les textes dans l'ordre que j'avais relevé ces noms disparus, on pourrait peut-être parler de ready-made. Or, oui, c'est là que mon travail a commencé. Et ça a été un travail énorme. D'une part parce que je voulais absolument qu'il y ait une dynamique rythmique dans l'ensemble, et d'autre part... je ne voulais pas laisser tomber des mots. Je voulais que tous les noms perdus soient présents dans mon poème pour chaque village. Donc, par moment, je restais avec 1 ou 2 toponymes que je ne savais pas où glisser, que je ne savais pas comment l'intégrer dans l'ensemble, parce que si je le mettais à un endroit, ça cassait la dynamique et la fluidité du poème. Donc, c'était un gros travail. En plus... curieusement, ça ne m'est pas arrivé souvent, je le souhaite à tout le monde, mais l'éditeur, la main courante, j'ai presque envie de dire, me harcelait en me disant « Mais quand est-ce que tu m'envoies ton manuscrit? Je voudrais le publier dans 2 mois. » J'ai réussi à faire un peu déplacer le projet d'édition, mais il a vraiment fallu que je passe un moment un peu violent presque, mais joyeux aussi, hein, pour régler ces questions syntaxiques, verbales, poétiques, rythmiques, énergisantes, sans délaisser, sans jouer la facilité. Et en tout cas, je ne pense pas qu'on puisse dire que ce sont des ready-made.
C'est même tout l'inverse. C'est même si ça en donne l'apparence. Quand on a la généalogie, effectivement, là, on comprend. Mais sur le coup, on ne sait pas. Enfin... le problème, c'est qu'effectivement, dans les années 80, on a été une dizaine à faire des listes. Hein. Et les gens disaient « Ah oui, c'est celui qui fait des listes ». Mais non, ce ne sont pas des listes. Moi, quand je fais mes courses, je fais des listes, mais je ne fais pas un travail d'écriture. Je les mets comme ma tête. Mais ça c'est quelque chose qu'on a en commun. C'est-à-dire, c'est la phase d'assemblage. On fait des rushs, comme on dirait au cinéma. C'est-à-dire qu'on a la liste des noms. Je pense qu'on travaille comme ça aussi. Il y a une liste de noms. Et après, il y a une phase de montage, d'assemblage. C'est différent du ready-made. Le ready-made, c'est vraiment quelque chose qui est prélevé et auquel on ne touche pas. On ne touche pas, comme il y en a, il y a des ready-made. Alors là, il y a des ready-made parce que ce sont des phrases sur des phrases types. Prélevées. Vraiment des phrases qui sont idiomatiques. Mais malgré tout, il y a un travail d'assemblage aussi. Mais enfin bon, mais c'est différent. Mais là, c'est ça. Et ça, on le sent bien dans le cours des choses aussi, le glissement. Mais des ready-made, j'en ai fait aussi, à partir de certains documents que j'ai trouvés dans des archives. Par exemple, une série de lettres envoyées par des prisonniers de guerre de la guerre de 14-18 qui avaient réussi à s'évader des camps et qui envoyaient à leurs camarades internés l'endroit par lequel ils étaient passés. Donc c'est des litanies de noms de villages, et puis avec quelques indications parfois, tu prends à gauche juste avant la voie ferrée. Et c'est où ça ne dit rien. Donc ça a été publié, c'est dans La Fugue inachevée, mais ça a d'abord été publié dans les carnets de Montagne Froide. Et en fait, ces 5 lettres que j'ai eues sous les yeux, de manière absolument... En plus, c'était dans un ensemble de documents administratifs des archives allemandes. Pourquoi c'était là ? Évidemment, parce que les Allemands, les militaires allemands avaient confisqué le document avant que ça parvienne aux soldats prisonniers, naturellement. Et donc, une très grande émotion, parce qu'il y a une espèce de naïveté comme ça... De ces braves soldats à essayer d'aider leurs camarades comme si ça... Et moi, de retrouver cette liste qui m'a semblé parfaite. J'ai juste joué parfois sur une virgule, ou parfois il y avait un point, je l'ai enlevé. Mais je l'ai vraiment laissé... Donc ça, ce sont effectivement des ready-made. D'accord. Publiés tels quels. Alors, juste, on est dans une table ronde dans l'antre, donc on était l'antre les langues, en particulier français et allemand, entre écrit et oral, audio et visuel. On va arriver au cœur là, c'est-à-dire d'un côté les publications orales, c'est-à-dire que tu pratiques depuis 72. 72 c'est le hors-texte, 73 hors-texte, ensuite c'était une publication orale en 82. Vers 80. Patrick a repris le mot en 83 avant d'aller faire un petit emprunt du côté de Gerasim Luca et le récital, et puis ensuite d'appeler ça performance. Donc autrement dit, là c'est l'oxymore, quoi, performance, performance. Lecture orale, publication orale, avec, on a tous en tête évidemment les longs laits, voilà. Donc on a vraiment, et pendant longtemps, une bonne dizaine d'années, tu n'as pas fait de livre. Pendant 20 ans, j'ai refusé de publier. Oui, parce que il y avait une dimension sonore qui était importante. Bien sûr. Et une dimension aussi éphémère. C'est vraiment l'image du fleuve qui s'écoule. L'image du fleuve qui s'écoule. Il y a eu du théâtre à brûler. Et là, il y a... Voilà. Oui, la formule qu'on a remise dans le programme, la projection du mot dans l'espace, représente le stade ultime de l'écriture. Voilà. C'est la formule clé. Voilà. Bon. Par contre, alors si je puis dire, là, il y a une différenciation, c'est-à-dire que Patrick, qui a participé quand même, je vais citer TXT parce qu'il y a quand même quelques points communs, mais voilà, tu faisais des livres, et par contre, ta définition de performance, alors c'est intéressant parce que Patrick donc, a publié un livre récemment, quand même, le Vocaluscrit chez Lanskin, 2017, et le non-Vocaluscrit, voilà, bon, je passe, éclaire le parti pris, que ce que lit l'auteur quand il ne s'agit pas d'un acte de promotion, n'est pas le texte imprimé destiné au lecteur, et n'est pas non plus une partition.
Donc on a parlé des textes partitions de Michel, et tu dis bien que la lecture, c'est pas une partition. Le vocalustri donc contient et sécrète cette part d'intimité dont l'auditoire parfois détecte l'énergie. Ça fait penser un peu à la voix de l'écrit d'ailleurs de Prigent. Et ensuite, dans ta propre pratique, donc la performance pour toi donc s'éloigne de la publication orale, si on peut dire. Bon, alors c'est peut-être là que Michel ne t'en va pas. Et moi, nous sommes c'est vraiment là-dessus, pas du tout sur la même ligne. Bon, bah Michel l'a dit, il n'a pas publié pendant 20 ans de livres. Personnellement, je ne conçois pas mon travail sans que ce soit lié à une publication d'une manière ou d'une autre. Notamment, je ne me contenterai pas d'une publication orale, même si c'est le terme qu'au départ j'ai effectivement emprunté à Michel, avec sans doute une définition quelque peu différente, mais en gros qui rejoint les enjeux principaux de Michel. C'est-à-dire que j'avais besoin des deux, une publication en livre et une publication orale. Et c'est là où, effectivement, du coup, sur le plan formel, ça engage une grosse différence. À savoir que, pour revenir à cette notion d'infini que tu évoquais tout à l'heure, oui. Fabrice, oui. Cette potentialité infinie, alors il y a par exemple, de ma part, une très grande admiration à l'égard des compléments de nom, qui sont un travail d'une vie, que je mettrai en parallèle, par exemple, avec la peinture de Romano Palca, et puis d'autres artistes qui ont travaillé comme ça, les carrés de Niel Toroni. Bon. Alors je suis assez admiratif de tout ça, et en même temps, ce n'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Et la question est pourquoi est-ce que, par exemple, j'ai arrêté Les Noms Perdus au 31e village que j'ai localisé entre les sources et les pertes de la Meuse. Ben, d'une part parce que ça me permettait d'ancrer ce projet dans du géographique. En plus, les sources et les pertes sont des concepts quand même pour un cours d'eau qui sont magnifiques. Et d'autre part, ça me permettait de faire un livre. Parce que si j'avais commencé Mes Noms Perdus et que j'y sois encore et que je continue, il n'y aurait pas de livre. Ce n'est pas parce que Pierre Courtauld me harcelait, c'est parce que pour moi, à un moment donné, il y a une forme qui vient de l'extérieur qui est le livre. Pas le recueil, hein, surtout pas. Hein, pas la plaquette, oh là là, non. Mais le livre. Le livre dans son architecture. Le livre dans ce qu'il a à la fois, j'ai envie de dire, d'un héritage de Hugues de Saint-Victor, par exemple, au XIIe siècle, puisque c'est, semble-t-il, dans cette abbaye qu'on a fondé les critères du livre classique, avec l'idée que la page est mon miroir, hein, c'est-à-dire je me vois, je me reconnais dans la page que je lis, hein, et tout le travail de la deuxième Renaissance, c'est-à-dire les avant-gardes, qui cassent ce schéma de complaisance à l'égard de la lectrice et du lecteur. Mon art n'est pas là pour flatter la lectrice et le lecteur, mon art est là pour le prendre par la main et l'amener là où il ne s'y attend pas, parce que c'est comme ça qu'il va se métamorphoser lui-même. Bon, c'est tout le travail des avant-gardes, évidemment. C'est bien pour ça que ça ne marche pas aujourd'hui sur le plan de la circulation, parce qu'il ne faut surtout pas que les personnes sortent de l'engrenage et du carcan dans lequel on les a depuis petits enfermés, avec certes la complicité de beaucoup. Bon, j'insiste pas. Disons que... alors attendez, là où j'en suis. Oui, alors cette notion d'infini ne me convient pas. Ce qui me convient, c'est le livre, à un moment donné, qui est une sorte de segment de cet infini. C'est-à-dire, je ne suis pas un poète asymptotique, je suis un poète à segment. C'est-à-dire, il y a une tranche dans le flux d'un travail, dans l'énergie d'une recherche, qui doit être incarnée, matérialisée par un livre. Alors le livre, il peut faire comme c'est le cas avec Les Noms Perdus, je ne sais pas, 40 ou 50 pages, 31 poèmes. Et puis, il peut faire, comme Gadjo Migrant, ou plutôt comme Mossa, 600 pages. Or, en parlant d'infini, justement, je voudrais juste dire en passant, il y a peut-être quelques personnes, oui, il y a sûrement quelques personnes qui connaissent Mossa. En fait, le discours que j'ai tenu depuis le début et que quelques amis ont repris, quelques critiques, c'est que j'ai suivi toute la Meuse. Alors d'abord, je ne l'ai pas suivi, je l'ai
pratiqué en saut de puce, comme j'aime bien dire. Je revenais parfois en amont. Et puis surtout, il y a un trou noir. Il y a un trou noir dans l'ensemble. C'est-à-dire que je n'ai pas tracé toute la ligne de la Meuse jusqu'à Rotterdam. Il y a une zone où je ne suis pas allé, où je me suis interdit d'aller, pour des raisons que je n'ai pas le temps d'évoquer là. Et donc, en fait, ce qui m'intéresse, c'est à un moment donné qu'on ne soit pas non plus dans l'infinité du cours de la Meuse, mais qu'on soit dans l'infinité peut-être, pourquoi pas, mais moins epsilon, moins quelque chose qui fait que ça n'est pas parfait. Merci. Ta pratique, effectivement, si j'évoquais TXT les dernières avant-gardes, c'est parce que également, on a parlé de contraintes avec Michel. Donc là, on est dans la poésie à contraintes. Après, avec en arrière-plan la poésie sonore et poésie à contraintes ensuite avec Oulipo. Là, on parle de narré, de dière, de phrasé. C'est-à-dire que là, on rentre. Alors, on va pas prendre le gros mot de style, mais il y a une écriture comme ça, et donc il y a un flux. Puisqu'on parlait de fleuves, vous êtes guidé par vos fleuves, mais vos fleuves ne sont pas les mêmes du point de vue du point de vue de la forme. En tout cas, vous évitez tous les deux la fameuse monoforme que tu fustiges en reprenant un terme d'ailleurs qui avait été utilisé. Et donc, ce qui est intéressant là, c'est vraiment le narré, c'est-à-dire que on a le 8e tome du cycle des exils va paraître 2024, je crois, c'est ça. Ce qui nous permet aussi peut-être de dire un mot, puisque tu vas en lire, en fait. Oui, c'est effectivement, alors pas un montage, parce que je laisse le montage au cinéma, et même au cinéma classique, mais je parlerai plutôt d'un collage dans l'espace. Je reprendrai volontiers le schéma du Merzbau de Schwitters, hein. C'est-à-dire, en fait, le travail que nous menons est dans l'espace. C'est pas pour rien qu'il est dans le titre du livre, n'est-ce pas? Et finalement, c'est une notion essentielle pour, je crois, beaucoup d'auteurs. Donc, en effet, je vais tout à l'heure performer un ensemble constitué, extrait de mon livre, retravaillé complètement, enfin de mon livre, c'est encore un manuscrit, c'est pas un livre, retravaillé, retendu, en cherchant des ligatures entre les différents segments que je lirai. Donc c'est tout un travail de réécriture que je qualifierais plutôt de collage. Alors justement, la contrainte, effectivement, Michel, elle sera mieux placée pour en parler, utilise des contraintes extérieures et quasi mathématiques, climatiques, météorologiques, le cours de l'eau, etc. Ah oui. Les repérages. Quand j'ai travaillé à Mossa, pendant quand même 7 années, je ne commençais pas l'écriture de ce que j'appelle un passage, qui correspond à, mettons, 15 km le long de la rivière. C'est parfois un peu plus, mais enfin, bon, une vingtaine de kilomètres. Je ne commençais pas le début du poème sans avoir intégré intérieurement le flux du cours, le flux de l'eau. C'est-à-dire que selon la saison où j'étais, selon l'endroit où j'étais, l'eau avait des qualités toutes différentes. Le flux, bien sûr, mais aussi la couleur. À Liège, par exemple, j'ai passé 2 jours à poser la question aux gens, à l'écart de la Meuse, quelle est la couleur de la Meuse? Ah, j'ai tout entendu, c'était magnifique, c'était absolument superbe. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, elle est bleue. Bon. Les noms propres des couleurs, c'est d'ailleurs le titre d'un livre. Oui. Et donc, en fait, il fallait que je puisse être immergé, en quelque sorte, par le climat local du cours, pour pouvoir commencer une rythmique, enfin une énergie plutôt. Je préfère parler d'énergie que de rythme. Hein. Le rythme, bon, enfin, pourquoi pas, mais... Hein? Ça, c'est trop méchonicien, c'est ça? Non, mais on aime bien l'approche de... Enfin, bon, pas... Ah, alors, je voudrais préciser, effectivement, que je me sens plus proche dans les théories de Méchonique que dans les théories de Prigent, qui d'ailleurs ne me cite jamais. Et je ne m'en plains pas, c'est normal. Je voudrais dire, puisque tu as évoqué à plusieurs reprises TXT, que la personne qui me fait rentrer à TXT, c'est Pierre Le Pilouer. Oui, c'est Pierre. C'est pas les autres. Alors, Oui, il y a un peu Jean-Pierre Verhaegen, mais les autres sont plutôt réticents, parce qu'ils ne comprennent pas ce que je fabrique.
Merci Patrick. Oui, on était avec CIC ici il y a quelques années. Voilà, donc ça fait la passerelle. Voilà, tu as repris le cours du fleuve. Désolé. Juste puisqu'on a parlé, publication orale, performance. Je voudrais que tu réagisses quand même à une phrase de Gaël Théval dans le volume dont on a parlé tout à l'heure, d'Anne-Christine Royer, sur les ready-made de Michel Méteil, donc qu'il soit lu, exposé ou même imprimé, se réalise en performance, c'est-à-dire qu'elle y voit des performances. Oui, vaste question. Oui. Publication orale ou performance, oui, c'est ça. À une époque, entre le hors-texte et la publication orale, je faisais des performances. Parce que performance, puisque le mot anglais performance nous est revenu, il a été emprunté à l'ancien français parformer, qui veut dire accomplir, mais c'est très beau parce qu'on retrouve l'étymologie de Poyenne, évidemment. Voilà, c'était parformer, accomplir le texte. Et donc, je parlais de performance. Voilà, c'est un joli mot que j'ai peut-être envie de reprendre aussi maintenant. Julien Blaine m'a dit l'autre jour qu'il se souvenait effectivement de l'époque où je parlais de performance, mais je ne me souviens pas que d'autres l'aient employé. Non. Et donc, ce mot nous est revenu après sous la forme anglaise. Mais c'est très beau parce que finalement, c'est ça, c'est l'idée d'accomplir. Donc, c'est accomplir le texte dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire visuel, sonore. Et voilà, bon, tout à l'heure, ce que je vais faire est une chose très particulière qui ne se fait qu'à l'oral, qui est fondée sur 3 collections, des collections d'images, des collections de citations, des occurrences. Je ne veux pas en dire trop, mais le texte est assemblé. Moi, je tiens à la notion de montage parce que j'ai fait beaucoup de musique électroacoustique dans ma vie. Et donc, on faisait du montage. On a différents enregistrements, différents sons, et ensuite, on fait un assemblage, on fait du montage. Voilà. Des prélèvements, on fait du montage. Donc, c'est très clair pour moi. Et je fais un montage spécifique à chaque fois, avec des éléments différents, puisque je ne peux jamais tout présenter, puisque c'est un travail que j'ai commencé en 1994. J'ai trop de matière, ça durerait des heures. Donc, je fais à chaque fois un choix. Et en fait, la performance, là on peut parler, ou la publication orale, elle déconstruit complètement le texte. Je ne dis pas de quelle façon, mais elle est donc unique en ce sens qu'après, la version est totalement déconstruite. Et après, on a tous les éléments qui sont à disposition pour refaire un autre assemblage. Donc j'aime beaucoup quand même le côté éphémère. J'ai beaucoup travaillé avec ça, avec l'absence de traces, avec le côté éphémère. Et pendant très longtemps, non seulement je n'ai pas voulu publier, mais je me souviens de m'être presque disputée dans certains cas. Je me souviens à l'Institut suédois où il y avait un merveilleux, je ne sais pas si tu as connu, Bergqvist, qui était devenu après ambassadeur de Suède en Chine, et qui avait réussi à faire venir la télévision suédoise. Et j'ai refusé d'être filmée. Je ne voulais absolument pas être filmée. Je voulais que ce soit quelque chose qui se passe dans l'instant. Le rapport au public est très, très important. Tu parlais tout à l'heure des rouleaux. Le rouleau, c'est l'interface avec le public. Ah oui. C'est quelque chose qui est avec des images peintes qui sont à l'endroit du côté du public, que moi je vois à l'envers quand je déroule le rouleau. Le public voit de loin le texte sans pouvoir le lire et il le voit à l'envers. Mais j'aime beaucoup cette situation de jeu en même temps, de ce qui se passe aussi dans une publication, la qualité de l'écoute, la façon dont on interagit, ce qui se passe, ce que tous les comédiens connaissent finalement. Mais quand on monte sur scène, il y a quelque chose de très très fort dans cet échange-là. Et bon, le livre, j'ai pas mal de livres maintenant quand même qui sont publiés. Surtout les travaux sur le paysage, surtout les livres aussi qui travaillent avec la photo. Et puis parce que, après 50 ans, il y a aussi les universitaires qui ont écrit sur mon travail. C'est dommage d'avoir accès à des commentaires et pas au texte source. Donc, évidemment. Bien sûr. Donc, le livre a ça. Bien sûr. Ces derniers temps, il y a eu quand même un certain nombre de publications. Voilà. Les portraits robots. Et puis, chez Lanskin aussi. Et ce qui est important, c'est que quand je fais des lectures, j'avais fait ici, justement, de Wang Wei, je lis sur des rouleaux peints. Donc, c'est une autre version absolument que le livre qui reste une partition, finalement. Oui. Mais c'est surtout que les publications orales, elles servent aussi à tester le texte. C'est-à-dire que je lis et quelquefois, je réécris des passages, je refais des... Voilà.
il y a aussi une sorte de travail qui se fait comme ça en direct. Et à plusieurs reprises, j'ai des textes qui ont été transformés, qui ont été corrigés, qui ont été suite à la publication orale. Oui, c'est un va-et-vient perpétuel d'une certaine façon, le fleuve. On va laisser la parole justement au public puisqu'on en parle. Il est 19h20. Bon, après, de toute façon, ça commencera de toute façon pas à 20h pile non plus. Donc voilà. Donc la balle est dans votre camp, si je puis dire. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques particulières? Alors, allez-y. Peut-être passer le micro, oui, je disais, parce que s'il y a quand même du volume. Mais je crois que j'ai compris. Merci. Question, Non, donc, à quelle année c'était l'invention avec les designers de ce signe de ponctuation? Oui, donc Clara de Bailly, qui était à l'époque en année aux Arts Déco de Paris, en année de diplôme. C'était en 2012. On y a travaillé quasiment une année. Le livre est sorti en 2014, 4 jeux migrants. 2012. Donc la question, c'est pour le Patrick de 2012. Si je pouvais le demander à cette Patrick de 2012, qu'est-ce qu'il pense de l'écriture inclusive de 2022? Qu'est-ce qu'il pourrait répondre? Oui, avec plaisir. L'idée était absolument nécessaire. La réalisation est graphiquement très laide parce qu'en fait, malheureusement, je crois que les personnes à l'initiative de cette belle idée politiquement importante, surtout en France, n'ont pas assez poussé du côté d'un rapport avec des designers. Personnellement, j'utilise, non pas dans mes poèmes, parce que ça c'est un vrai problème, est-ce que je peux utiliser les codes de l'écriture inclusive dans mes poèmes? Je n'ai pas encore réussi à le faire avec suffisamment de dégagement. Mais dans toute ma correspondance, dans tous mes textes discursifs, on va dire, j'utilise le système comme les Allemands l'utilisent, c'est-à-dire je mets un astérisque plutôt qu'un point. Je préfère, évidemment, je dois passer pour un folklorique ou un huluberlu, mais je n'aime pas le point. Pourquoi? Parce qu'en sémantique et en grammaire, le point, c'est ce qui ferme quelque chose. Alors même si on met le point légèrement plus haut, ça reste un point. La ponctuation est chargée depuis des millénaires, presque, j'ai envie de dire, enfin en tout cas depuis plusieurs siècles, d'une histoire terrible et sur laquelle il est temps de nous interroger. Je vais en donner juste un exemple. Et là, on est évidemment à l'inverse de l'inclusivité. Il y avait un grand écrivain à l'Académie française, je vais prononcer son nom comme je peux, Pétain, vous voyez, qui était à l'Académie française de 1931 à sa mort. Il est resté pendant toute la période après sa captation jusqu'à sa mort. Donc le maréchal Pétain, il a publié des livres, mais il n'y en a pas un qu'il a écrit. Il avait des ordonnances qui écrivaient les livres. Et on a un témoignage d'un capitaine, la première fois qu'il est allé voir Pétain, pas Poutine, hein, pas Poutin, il se ressemble un peu, c'est vrai. Et donc le capitaine décrit ça dans ses mémoires. Il raconte, donc l'autre lui dit, alors attention, alors vous mettrez pas trop d'adjectifs, hein, vous mettrez pas d'adverbes parce que c'est vraiment insupportable les adverbes, et puis vous mettrez pas de point-virgule parce que c'est bâtard. Alors moi je me suis dit, tiens, je vais mettre des points-virgules en début de paragraphes bien gras, comme ça. Voilà. Parce que c'était une partie qui se passait à Sigmaringen, donc il fallait quand même que j'y aille. Hein. Et ouais. Et donc, voilà, qui sait que la ponctuation est chargée militairement même, il y a des gens qui le savent, mais je veux dire, on oublie tout ça. Et là, je regrette, malheureusement, qu'on a utilisé le point. Il y avait d'autres solutions graphiques, visuelles, qui auraient été beaucoup plus en finesse. Et ce que je crains, je dois le dire, c'est qu'à la longue, tout le monde s'épuise à utiliser cette écriture inclusive. La paresse va l'emporter sur tout le reste, et c'est terrible, ça. C'est vraiment terrible, parce qu'on n'est jamais sorti du patriarcat. On n'en est jamais sorti. C'est un nettoyage tous les matins. Est-ce que j'ai répondu comme il faut? C'est peut-être pas correct, je ne sais pas. Merci en tout cas pour... Oui, si vous voulez bien faire...
Bonsoir. Non, c'était pour simplement réagir à cette question d'écriture inclusive par rapport au travail qui est réalisé aussi par des dessinatrices, dessinateurs de caractère, notamment la collective Bye Bye Binary qui travaille à créer en fait des situations, proposer des situations qui sont aussi des situations typographiques, notamment de ligatures, de glyphes nouveaux, et qui sont tout à fait intégrables, et qui proposent des ouvertures qui sont aussi qui regardent tout autant vers de nouveaux horizons que les inventions dans la langue, même en termes d'écriture, c'est qui sont des réelles avancées sur le plan de l'écriture. Alexandre Badiou est un grand designer graphique. Un jour, on travaillera ensemble. Ah, qui c'est? Bonjour, une question pour Michel Métaille. J'ai vu dans la publication, dans un encadré de la publication pour les 10 ans des compléments du nom, que tu avais inventé des figures de style, notamment Laroussiade, donc comme Larousse, je suppose. Et donc, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y avait d'autres figures de style que tu peux présenter? Tu as oublié? Ça ne revient pas. Ça devait être, je pense, la Laroussiade. Ah oui. D'ailleurs, j'avais eu une discussion intéressante avec Alain Ray là-dessus, parce que je lui reprochais de citer dans ses exemples des choses qui étaient des banalités. Et il s'était défendu, j'avais fait un entretien avec lui. Et donc les Laroussiades, c'est ça, c'était des sortes de lieux communs finalement. Je pense que c'était ça les Laroussiades, c'est ça, des choses qu'on trouve. Voilà. Et donc c'était prélevé puisque c'était des mots, des rapprochements, des collocations, enfin disons, hein, et qui étaient vraiment très très utilisés, et donc qui étaient ah oui, c'est ça, quand on définissait un mot, c'est ça la Laroussiade, ouais, ça me revient. Quand un mot est défini en reprenant ce mot lui-même et qu'on met dans un contexte, mais c'est tellement répétitif et ça n'éclaire pas grand-chose. Enfin, c'était ça, c'était une sorte de... Oui, un peu une sorte de la palissade, c'est ça, oui. C'est un peu une sorte de la palissade, quoi, c'est ça. C'est quand ça reprenait le mot, c'est ça. Et j'avais une grande discussion avec Alain Ray, c'était franchement, bien qu'étant ennemi du Larousse, évidemment, qui était quand même un gros concurrent. La Robertiade, oui, oui. Et donc, j'avais dit, mais enfin, quand même là, il me dit, mais non. Et donc, j'ai beaucoup joué, justement, dans Complément de nom, sur les associations qu'on appelle en linguistique des collocations, c'est-à-dire les rencontres comme ça, les usages les plus fréquents de mots, d'expression d'usage, quoi. Et donc, c'est assez intéressant quand on joue là-dessus, parce que ça permet aussi, justement, dans des enchaînements, de travailler sur le pied de la table, par exemple. On trouve ça si vous ouvrez une encyclopédie, l'encyclopédie Larousse en 10 volumes au pied, ou à table, vous aurez le pied de la table. Ce sont des associations assez fréquentes qu'on reconnaît, voilà, comme ça. Et évidemment, on peut jouer, d'un seul coup, le pied, on peut le transformer dans le vers suivant en métrique, hein, donc ça peut être l'alexandrin du pied, voilà. Et donc, on tombe dans l'absurde complètement, mais on enchaîne vers un autre champ sémantique. Voilà, donc là, la Laroussiade, c'était ça. C'était quand, dans une définition, on retrouve le mot, finalement, qui était le mot d'entrée, le mot de départ. J'avais une question. Bonjour. Vous avez parlé, tout au long de cet entretien, beaucoup d'hétérolinguisme, de philologie, d'étymologie. Et on peut avoir l'impression que votre travail, en fait, est un travail dans l'épaisseur de la langue, dans l'épaisseur historique de la langue. Mais en même temps, ce n'est pas un travail qui est purement formaliste. C'est un travail aussi qui nous dit beaucoup de l'humain, de l'histoire des hommes, d'un état de la société peut-être. Et j'aurais aimé peut-être vous entendre sur cette articulation en fait entre une histoire de la langue et une histoire humaine, une histoire de l'homme tout simplement.
L'étymologie, c'est l'histoire humaine. On voit bien, par exemple, dans les mots français qui sont passés en allemand, c'était à l'époque des Huguenots. Hein, c'est à l'époque où on a interdit le protestantisme. Les protestants ont fui vers Berlin. Ils étaient souvent artisans. Ils ont introduit avec eux en allemand des noms de métiers, par exemple. Ils avaient des jeux spécifiques, des jeux de cartes. Ils ont introduit ces noms. Et donc, on touche directement à l'histoire à ce moment-là, évidemment. C'est indissociable de cette histoire du protestantisme, de la fuite des protestants à Berlin, et de leur accueil chaleureux et de tous ces mots qui sont passés dans la langue allemande. Je crois qu'on est toujours dans l'histoire. Enfin, le propre de l'étymologie, c'est pas seulement une racine, c'est toute l'histoire qui va avec. Pourquoi tel mot a été emprunté, pourquoi... Voilà, c'est pareil avec tous les anglicismes, c'est pareil avec tous ces mots. J'avais consacré justement dans une lecture à 3 voix, en 3 langues, des compléments de noms, un passage à la fin sur ces mots qui ont passé à la fois à l'anglais, à l'allemand, et qui sont à chaque fois intégrés dans la langue, prononcés avec un accent particulier, déformé. Donc c'est toujours aussi la déformation des mots. Et c'est ce qu'il y a de plus vivant, parce que l'histoire de la langue, c'est l'histoire de l'humanité, c'est tout, tout simplement. Voilà, donc c'est vraiment, il y a une prise très très forte. Bon, tu le disais aussi sur les toponymes, effectivement. Les toponymes, par exemple, c'est très intéressant. À Berlin, j'ai consacré un texte qui s'appelle Rue de Berlin et Allées, parce que quand j'habitais à Berlin en 2000-2001, il y avait 9 rues de Berlin, donc des rues de Berlin en plein Berlin, c'était fou. Mais parce que Berlin, ça raconte l'histoire de la ville. Berlin est l'agglomération de plusieurs villages, et de chaque village, on avait une rue qui menait au petit village qui s'appelait Berlin. Et depuis, les autorités se sont quand même aperçues que ça devenait complexe, parce qu'il y avait une rue de Berlin dans chaque quartier, hein, Charlottenburg, etc. Donc ils en ont débaptisé 2, ce qui est dommage. Mais il y en avait même plus que ça avant. Et donc c'est ça raconte le village de Zehlendorf, ça raconte tout ça. Et à chaque fois, on avait cette rue qui menait à ce village principal qui a fini par englober tous les autres, quoi. Donc on est directement en prise. Le moindre toponyme, on est en prise avec l'histoire, avec les strates de l'histoire. Et ça, c'est ce que révèle vraiment une carte aussi, quoi. Pour ce qui est du présent, à vrai dire, l'histoire ne m'intéresse que si c'est une possibilité de mieux comprendre le présent et même, pourquoi pas, le demain. Quand je suis vaniteux et prétentieux, il m'arrive de dire que les arts poétiques sont la mémoire insomniaque des pages blanches de l'histoire. C'est-à-dire que, par le hasard des circonstances, souvent, dans mes travaux de recherche qui précèdent l'écriture, j'ai été confronté à vouloir me documenter sur quelque chose sur quoi les historiens avaient peu ou pas du tout travaillé. Mais, par exemple, pour donner un exemple, dans le livre à venir, donc, qui s'appelle « Lamentat des murs », il y a une partie qui est consacrée à une femme en Irlande, à Tuam, qui est à l'origine de la découverte des petits squelettes au fond des fosses à côté des couvents. Je pense que vous avez entendu parler de tout ça. J'ai écrit un long poème à partir de ça. Et une autre partie du livre est consacrée aux migrants à Grande-Synthe. Mais quand je dis « consacré à », c'est toujours à prendre avec des pincettes, parce que l'explicite n'est pas, disons, ma priorité. J'aime assez que les choses soient dites, mais qu'elles restent aussi secrètes, parce que c'est là où il y a du secret ou du non-dit qu'une brèche s'ouvre pour la lectrice ou le lecteur. Et donc, dans Gadjo migrant, puisqu'on en parlait il y a quelques minutes, Gadjo, voilà, je pense que le titre est assez clair, est une longue réflexion, méditation sur la culture des Roms. Et donc j'ai appris, par exemple, les rudiments de la langue du romani, de la langue des Roms, pour pouvoir, dans mon français de Gadjo,
sortir un peu des ornières et penser autrement qu'en administrateur de biens fonciers, en essayant de redonner à ma pratique quelque chose, d'une part de l'exil et d'autre part du nomadisme. Évidemment que je n'ai pas commencé à travailler sur cette question des Roms 2 ans avant d'écrire le livre et de le publier. Je ne suis pas... Mais j'ai rien contre, pourquoi pas? Ça fait réfléchir aussi. Mais c'est quelque chose par quoi j'ai dû passer en moi-même pour nettoyer un certain nombre de préjugés et de conneries de la culture sédentaire. Je trouve admirable que certaines personnes puissent penser qu'une pomme n'appartient à personne. Donc s'il y a une pomme sur un pommier, ben, la personne la prend, puis voilà, quoi. Et il n'y a personne qui est là pour faire un procès, quoi, vous voyez. Ça fait réfléchir. Et du coup, le langage, par exemple, ce langage des Roms qui est fabuleux, par exemple, le mot nave, qui veut dire nom et navire. Ça veut dire donc que le nom est rattaché non pas à l'arbre et à la racine, mais au mouvement du bateau. C'est génial, je trouve. Ça fait vraiment réfléchir. Voilà, donc le présent, on essaye quand même... il y a dans Complément de nom un passage que j'aime beaucoup sur le machisme et le... c'est à mourir de rire en même temps, ce passage où tu t'en prends vraiment au fondement de la culture patriarcale, dans ce qu'elle a de plus exécrable. Sur quelques lignes. Donc voilà, on n'est pas dans l'histoire, là, on est aussi dans le présent. J'espère avoir un peu répondu. Ce que je voudrais juste dire, c'est que le présent n'est pas un petit segment par rapport au passé très long et au futur encore dans la brume, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, le présent, il a une grande épaisseur, il est très large. Oui, pardon. Le présent est très large et il est nourri des événements qui avaient eu lieu et des événements qui auront lieu. Et plus exactement, il est nourri du passé qui aura lieu et du futur qui a eu lieu. Voilà comment je définirais le présent. Le rapport à l'histoire, justement, ce que tu dis est très juste, et c'est aussi ce que je pratique dans tous les livres sur la Chine, qui partent toujours de la poésie ancienne, parfois très ancienne, du 8e siècle. Je me sers de ces textes anciens pour faire un long trajet sur les traces d'un poète, ou par rapport à Luoyao aussi, un poète du 12e siècle qui a remonté le Changjiang, le fleuve bleu en français. Et donc, c'est une manière, en se servant de textes très très anciens, de regarder le présent. Et c'est absolument stupéfiant de voir comment ça éclaire le présent, justement. C'est une façon de comprendre aussi la Chine contemporaine avec un poète du 8e siècle. Ça, c'est très intéressant, la confrontation. J'ajoute juste pour ma part que ce soir, il sera beaucoup question d'Ivan Illich, qui est mort il y a juste 20 ans. Et en fait, à mon âge, on a lu Illich quand on était étudiant, la déscolarisation de la société. Enfin bon, en français, c'est mal traduit, mais c'est pas grave. Et puis en fait, il m'est tombé dessus, comme parfois ça m'arrive, comme d'autres figures me sont tombées dessus. C'est-à-dire à un moment donné, ils sont tout le temps là. Qu'est-ce qui se passe, quoi? J'ai même dormi dans une chambre où il a dormi. Donc à un moment donné, je finis par se dire, mais je vais aller voir quand même, quoi. Et j'ai repris, alors non pas la partie pamphlétaire de l'œuvre d'Illich des années 70, qui est admirable, mais tout le travail qu'il a fait en tant qu'historien du Moyen-Âge, et pas seulement, donc dans les années 90. Et j'ai vu effectivement comment cet homme essayait de comprendre le présent et vers où la société va à partir d'un certain nombre de principes qui étaient au Moyen-Âge existants mais qui ont été oubliés en cours de route. Et du coup, il y a eu à un moment donné dans la civilisation occidentale une bifurcation. Et il dit, mais au fond, parfois, par exemple, par rapport à ces questions de santé, où je crois qu'aujourd'hui, il nous aide à penser le système de pensée de santé, il faut que j'arrête là, dans ce qu'il a de plus terrible. Je me suis rendu compte qu'on avait là affaire à quelqu'un qui nous est très utile aujourd'hui, alors que c'est quelqu'un qui a écrit il y a 30 ans et qui travaille sur le Moyen-Âge, quoi. Mais pas seulement, il ne travaille pas que sur le Moyen-Âge, il tire ensuite le fil vers les impostures et les impasses de notre monde contemporain, technique et industriel.
Merci de cette belle question, elle est très importante. J'ajoute juste une petite chose, c'est que dans le cours des choses dont on a parlé tout à l'heure, il y a quand même aussi, avec tous ces 26 poèmes fleuves, cette idée qu'il y a le fleuve généalogique des mots, des noms, de la culture, qui peut faire aussi tomber les barrières géopolitiques. Et donc, il y a ce côté-là d'une Europe unie par, justement, culturellement. Et alors, pour l'instant, évidemment, ça reste utopique. Hélas, notre Europe fait des progrès peut-être, mais on n'est pas encore... Oui, c'est quand même tristouné. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un fond de culture, un fond de mots. On voit bien, en vous lisant, le passage d'une langue à l'autre, sans parler du chinois, là on parle de l'Europe, mais dans ce tressage, j'ai bien aimé, il y a tuilage dans le texte, mais il y a également le tressage des langues. C'est peut-être le dressage des politiques, mais en tout cas le tressage des langues, ça permet aussi de construire un fond de culture commun à l'Europe. Le Danube, après tout, traverse une bonne partie de l'Europe, et là, il y en a quand même les 26 fleuves d'Europe. Enfin, je ne dis pas les 26, il y en a plus que 26, mais enfin, en tout cas, 26 poèmes fleuves, et ça, c'est important. Peut-être une dernière question, puisqu'ensuite, on va changer un petit peu les choses et préparer. Ça commencera peut-être à 20h10, donc s'il y a une dernière question brûlante, n'hésitez pas, sinon... Bien, écoutez, merci à vous. On se retrouve dans une petite demi-heure.